Après avoir acheté un chalet dans les bois avec mon mari, nous avions l'habitude de prendre le bus départemental pour nous y rendre chaque week-end. Je n'ai pas discuté. J'ai sauté de ce bus. Et quand je me suis retourné, je me suis figé d'horreur. Kesha se tenait à la fenêtre de la cuisine, fixant le ciel sombre d'octobre, remuant mécaniquement son thé qui refroidissait. À travers les cloisons fines, elle entendait Marcus faire ses bagages, claquer les portes des placards et marmonner quelque chose entre ses dents. Auparavant, ces sons lui auraient semblé familiers, domestiques, même. Maintenant, pour une raison quelconque, ils suscitaient en elle une étrange anxiété, comme si un étranger s'était installé dans leur petit appartement. Il y a 3 mois, ils avaient acheté le chalet. C'était une petite maison en bois à rénover, à environ 25 miles de la ville, située sur un terrain d'un demi-acre avec de vieux pommiers et une clôture penchée. Rien d'extraordinaire, mais pour Kesha, cet endroit signifiait bien plus qu'un simple morceau de bien immobilier rural. Elle avait reçu l'argent pour cet achat en vendant le condominium de sa mère, ce même appartement d'une chambre dans le quartier sud où elle avait grandi, où l'air sentait toujours la tarte aux patates douces et les lilas sous la fenêtre. Sa maman était décédée il y a 2 ans, paisiblement dans son sommeil, et Kesha avait longtemps lutté pour se résoudre à vendre l'endroit. Chaque fois qu'elle s'y rendait pour vérifier que tout allait bien, son cœur se serrait de chagrin. Juste là, près de cette fenêtre, sa mère s'asseyait pour observer le quartier. Sur ce tabouret, Kesha faisait ses devoirs pendant que sa mère préparait le dîner. Elles avaient posé ce papier peint floral ensemble, en riant et en se mettant de la colle partout. Elle avait l'impression qu'en vendant le vieux papier peint et les planchers qui grinçaient, elle vendait les derniers souvenirs de la personne qu'elle aimait le plus. Mais Marcus insistait. Il disait que l'argent ne devait pas rester là comme un poids mort, que l'appartement était de toute façon vide, et que les frais d'association de copropriétaires grignotaient leur budget. Chaque soir, il entamait cette conversation, et Kesha voyait à quel point son entêtement l'irritait. « Comprends-moi, chérie. Ce ne sont que des murs, disait-il, et il y avait dans sa voix une impatience mal dissimulée. Ta maman voudrait que tu sois heureuse, que tu aies un refuge, de l'air frais, un jardin, et non que tu t'accroches à ce vieil endroit. » Finalement, Kesha céda. Elle signa les papiers, reçut le chèque, et le condominium alla à un jeune couple avec un petit bébé. Elle se sentit même un peu contente que des rires d'enfants y résonnent à nouveau, que les murs voient du bonheur. Mais elle pleura tout de même dans son oreiller tard cette nuit-là pour que son mari ne l'entende pas. Ils choisirent le chalet ensemble. Ils parcoururent la région en examinant une douzaine d'options, voyant de grands terrains avec de belles maisons et de minuscules parcelles de terre avec des cabanes au lieu de foyers. Kesha aima immédiatement cette petite maison robuste avec les boiseries sculptées aux fenêtres et le vieux pommier près du porche. L'arbre ressemblait exactement à celui dans la cour de sa mère, et cela décida de tout. Au moment de signer l'acte, Kesha déclara fermement qu'elle mettrait la propriété à son nom. C'était l'argent de sa mère, la mémoire de sa mère, et c'était la seule façon pour elle de garder ce lien. L'officier de titre, une femme âgée aux lunettes épaisses, les regarda par-dessus son dossier et demanda si elle avait bien compris. « Oui, à mon nom », confirma Kesha, essayant de ne pas regarder son mari. Marcus resta silencieux alors, mais les muscles de sa mâchoire tressaillirent, et pour la première fois, Kesha vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la rage. Une véritable rage froide, qu'il cacha immédiatement derrière un sourire crispé. Il ne dit pas un mot durant tout le trajet du retour, et quand Kesha tenta d'expliquer sa décision, il fit simplement un geste de la main. « Fais ce que tu veux. C'est ton argent, non ?» À partir de ce jour, quelque chose changea. Son mari devint irritable, chipotant sur des détails. La soupe était trop salée. Sa chemise n'était pas bien repassée. L'appartement était mal rangé. Il n'avait jamais prêté attention à de telles choses auparavant. Mais maintenant, il s'accrochait à chaque petit détail, comme s'il cherchait une raison de se disputer. Et chaque fois que Kesha mentionnait le chalet, son visage devenait de pierre. Il se taisait, se détournait et trouvait une affaire urgente dans une autre pièce. Une fois, elle suggéra de planter des azalées sur le terrain comme sa mère l'avait fait, et Marcus explosa soudainement, « Assez avec ta maman. Elle est partie, Kesha. Mets-toi ça dans la tête. Partie. Et tu continues à t'accrocher au passé comme si cela allait changer quelque chose. » Kesha se tut alors, sentant une boule monter dans sa gorge. Elle se rendait compte que son mari disait des choses cruelles et injustes, mais elle ne trouvait pas la force de discuter. Elle alla simplement dans la cuisine et resta là pendant un long moment,
fixant la fenêtre jusqu'à ce que ses larmes sèchent d'elles-mêmes. Un jour, elle l'entendit par hasard parler au téléphone avec l'un de ses amis. C'était un dimanche matin. Kesha s'était levée plus tôt que d'habitude et était allée à la cuisine pour mettre la bouilloire en marche. La porte du salon était entr'ouverte, et la voix de Marcus portait clairement, même s'il essayait manifestement de parler bas. « Tu imagines ? Elle a tout mis à son nom, et moi je ne suis personne, apparemment. On vit ensemble depuis 20 ans, et elle ne me fait pas confiance. Comme si j'étais un genre d'escroc, pas son mari légitime. » Il y eut une pause. La personne à l'autre bout devait répondre. Quelle différence cela fait-il de savoir à qui appartient l'argent? Sommes-nous une famille ou non? Tout devrait être à 50-50e. Et elle? Bon, d'accord, on en reparlera plus tard. Je pense qu'elle est debout. Kesha s'éloigna sur la pointe des pieds, sentant ses joues brûler de honte et de ressentiment. Elle n'avait pas voulu l'offenser. Vraiment pas. C'était simplement la seule chose qui restait de sa mère. Ne pouvait-il pas comprendre? Ne pouvait-il pas lui pardonner cette petite faiblesse? Chaque samedi, ils prenaient le bus régional pour aller au chalet. Ils n'avaient plus leur propre voiture. Marcus avait vendu sa vieille berline au printemps, disant que les réparations coûteraient plus cher que la voiture elle-même. Kesha en avait été contrariée à l'époque. Elle aimait leur rare virée hors de la ville où ils pouvaient s'asseoir côte à côte, regarder la route et être silencieux ensemble. Mais elle ne discuta pas. Son mari s'y connaissait mieux pour ces choses-là. Le bus partait de la gare centrale à 8 heures du matin, cahotant sur les routes de campagne bosselées pendant environ 1 heure. Vers 9 heures, ils ouvraient généralement la barrière qui grinçait. Le trajet passait par plusieurs petites villes, devant des champs et des parcelles de forêt, puis commençait une longue descente depuis une haute crête escarpée, sinueuse, avec des virages serrés. Les conducteurs ralentissaient toujours sur ce tronçon, dirigeant prudemment le véhicule sur la route étroite. Kesha aimait ces voyages. Elle aimait regarder par la fenêtre les champs qui défilaient, les fermes éparpillées aux clôtures penchées, les troupeaux de bétail errant paresseusement sur le bas-côté. Elle aimait l'odeur de la pluie et de l'asphalte mouillé qui s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte du bus. Elle aimait l'anticipation d'une journée tranquille dans la nature, loin du bruit de la ville. Même en automne, quand les champs étaient nus et que les arbres perdaient leurs dernières feuilles, il y avait quelque chose de paisible dans ces trajets. Marcus les appréciait aussi autrefois, parlant des projets pour le terrain, discutant des légumes à planter au printemps, rêvant de construire un fumoir. Mais ces derniers temps, il voyageait comme si c'était une corvée. Il restait assis d'un air sombre, regardant son téléphone, répondant aux questions par un seul mot. Kesha mettait cela sur le compte de la fatigue, des problèmes au travail ou du blues de l'automne. Elle se persuadait que tout finirait par s'arranger, que ce n'était qu'une mauvaise passe, qu'elle devait être patiente. Après tout, 20 ans ensemble, ce n'est pas rien. Ils avaient traversé toutes sortes de choses au fil des ans et s'en étaient sortis. Ce matin-là, elle se réveilla tôt avant l'alarme. Dehors, le jour était à peine gris. La pluie tambourinait doucement sur le rebord, et elle n'avait pas du tout envie de se lever. Kesha resta allongée un moment, fixant le plafond, écoutant la pluie. La place à côté d'elle était vide. Marcus était déjà levé. Étrange d'habitude, il aimait faire la grasse matinée, surtout le week-end. Elle sortit de dessous la couette chaude et enfila son peignoir. Le couloir était silencieux, seul un faible son provenait de la cuisine. On aurait dit que son mari était au téléphone. Kesha était sur le point d'entrer, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce le ton de sa voix étouffée, conspirateur. « Ouais, tout est prêt », entendit-elle. « Aujourd'hui. » Non, elle ne soupçonne rien. Cela passera pour un accident. Le cœur de Kesha s'arrêta une seconde, puis se mit à battre rapidement. Elle avait du mal à entendre. Était-ce une sorte de plaisanterie? Ou parlait-il d'autre chose? Du travail? Peut-être un projet? On ne sait jamais. Elle recula, essayant de ne pas faire grincer le plancher, et retourna dans la chambre. Elle s'assit sur le lit, serrant ses mains entre ses genoux. Folie. Elle imaginait des choses. Marcus, son mari depuis 20 ans. Il ne pourrait pas. Il ne pourrait tout simplement pas. Kesha secoua la tête, chassant ses pensées terribles. Elle était devenue trop paranoïaque ces derniers temps.
Ses nerfs étaient complètement à vif. Elle devait se reprendre et ne pas inventer des horreurs à partir de rien. Elle se leva, ajusta son peignoir et alla à la cuisine, essayant d'avoir l'air normal. La lumière était déjà allumée. Marcus était assis à la table, fixant une tasse de café. Son téléphone était posé à côté, écran vers le bas. Il ne se retourna pas quand Keisha entra, seules ses épaules tressaillirent légèrement. « Bonjour », dit-elle, essayant de rendre sa voix gaie et naturelle. Il ne la regardait toujours pas. Keisha se servit du thé, sortit du beurre et du fromage du réfrigérateur. Ses mains tremblaient légèrement, et elle serra la tasse plus fort pour que son mari ne le remarque pas. Ils prirent leur petit déjeuner en silence. Le silence était épais, désagréable, et Keisha ne trouvait pas comment le combler. Ces mots continuaient de résonner dans sa tête, accident. « Écoute, » dit Marcus soudainement, et elle sursauta. « Peut-être devrais-tu y aller seule aujourd'hui. J'ai un travail urgent qui est tombé. Tu dois finir un rapport un samedi ?» Keisha était surprise, et sa propre voix lui semblait étrangère. « Ouais, enfin, le patron l'a envoyé hier soir. Il a dit que ça devait être prêt lundi matin. Tu sais comme ils sont stricts. » Quelque chose dans sa voix lui parut faux. Il parlait trop calmement, s'efforçait trop de détourner les yeux, mais elle ne discuta pas. Peut-être était-ce vraiment le travail. Peut-être n'avait-il tout simplement pas envie de se traîner jusqu'au chalet par ce temps. Il en avait le droit. Ou peut-être pas. Assez. D'accord, acquiesça-t-elle. Je reviendrai tôt alors, pour le déjeuner. Marcus hocha la tête, but une gorgée de café. Quelque chose comme du soulagement traversa son visage mais disparut immédiatement. Keisha alla s'habiller, sentant son regard sur son dos. Elle fermait déjà son blouson dans le couloir quand son mari apparut soudainement dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Son visage paraissait étrange, tendu, déterminé comme s'il avait pris une décision importante. « Tu sais, j'ai changé d'avis », dit-il d'une voix qui fit passer un frisson dans le dos de Keisha. « Je viens avec toi. Le rapport peut attendre. » Keisha se retourna, le regardant avec surprise. Quelque chose se serra dans sa poitrine. « Tu disais que c'était urgent. »« Ce n'est rien. Je le ferai ce soir ou demain. Je ne veux pas te laisser partir seul par ce temps. » Il sourit, mais le sourire était tordu, forcé, et n'atteignait pas ses yeux. Keisha voulait dire qu'elle s'y rendrait parfaitement bien toute seule, qu'elle avait fait ce trajet des dizaines de fois, qu'il n'avait pas besoin de sacrifier son travail pour elle. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle pensa soudain que si elle refusait, cela paraîtrait suspect, comme si elle avait peur de quelque chose, comme si elle savait quelque chose. « Très bien, » dit-elle, surprise par son propre calme. « Alors prépare-toi vite, sinon nous serons en retard. » Pendant que Marcus s'habillait, Keisha restait dans le couloir à regarder ses mains. Elle ne tremblait plus. Un calme étrange descendit sur elle, comme si tout avait déjà été décidé et que plus rien ne dépendait d'elle. Elle pensa qu'elle devrait appeler quelqu'un, lui faire part de ses soupçons. Mais qui? Ses amis avaient déménagé. Elle n'avait presque plus de famille. Et que dirait-elle? Qu'elle avait surpris un fragment de conversation et s'était emballée pour rien? La gare routière était bondée malgré l'heure matinale et le temps exécrable. Des personnes âgées avec des chariots et des sacs à dos, des jeunes mères avec des poussettes, des étudiants avec des écouteurs à l'odeur de l'asphalte mouillé et des gaz d'échappement, le vrombissement des moteurs, les voix des haut-parleurs annonçant l'embarquement. Le bus était déjà à quai. Le chauffeur fumait près de la porte ouverte, jetant un coup d'œil à sa montre. Marcus fut silencieux tout au long du trajet jusqu'à la gare, marchant légèrement en avance, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Plusieurs fois, Keisha surprit son regard rapide, fuyant, évaluant. C'était comme s'il cherchait quelque chose, calculait. Lorsqu'ils passèrent devant le bus pour monter, il ralentit légèrement le pas et jeta un coup d'œil quelque part sous le châssis. Keisha le remarqua du coin de l'œil, mais ne dit rien. « Et, pourquoi ne t'assieds-tu pas à l'avant » dit-il soudainement alors qu'il montait dans le bus. « Ça secoue moins là-bas. Et moi, je m'installerai au fond, pour étendre mes jambes. » « Nous sommes toujours assis ensemble, » objecta Keisha. « Eh bien, aujourd'hui, je veux m'étirer. J'ai mal au dos depuis ce matin. Ça ne t'ennuie pas ? » Elle haussa les épaules.
Elle n'avait pas envie de discuter et n'en avait pas la force. Qu'il s'assoie où il veut. Elle avança et se laissa tomber sur un siège près de la fenêtre, juste derrière le conducteur, posant son sac sur ses genoux, ce même grand sac utilitaire que Marcus avait insisté pour qu'elle prenne ce matin. « Prends celui-là » avait-il dit en sortant le sac du placard. « Il a plus de poche. »« C'est mieux. »« Mon sac à dos suffit » avait tenté de répliquer Keisha. « Prends-le, dit-il. Nous ramasserons des pommes. Il faut quelque chose pour les transporter. » Elle n'avait pas discuté même si le sac était lourd et encombrant. Maintenant, assise dans le bus, Keisha réalisa soudain qu'elle n'avait pas regardé à l'intérieur. Marcus l'avait préparé lui-même pendant qu'elle s'habillait. Qui avait-il dedans? Elle chercha la fermeture éclair, mais le bus fit un bond en avant et elle bascula en arrière. Le bus se remplit progressivement de passagers. Keisha regardait par la fenêtre le pavé mouillé, les flaques reflétant les lampadaires, les gens se dépêchant pour leurs affaires. Elle se tourna pour regarder son mari. Il était assis tout au fond, près de la sortie de secours, regardant son téléphone. Son visage était pâle, tendu, et il ne cessait de jeter des coups d'œil rapides à sa montre. Une fois, leurs regards se croisèrent, et Marcus détourna immédiatement les yeux, plongeant son nez dans l'écran. Quelque chose n'allait pas. Keisha le sentait de tout son être, dans chaque cellule de son corps, mais ne parvenait pas à comprendre quoi exactement. Tous ces petits détails, la conversation du matin, l'étrange décision de venir, l'insistance pour le sac, le choix du siège au fond du bus s'assemblaient pour former une image effrayante qu'elle craignait de regarder en face. Elle se tourna de nouveau vers la fenêtre, essayant de chasser les pensées désagréables. Les rues familières défilaient derrière la vitre, les immeubles gris, les panneaux publicitaires. La pluie s'intensifia, les gouttes tambourinant sur le toit du bus de façon monotone et hypnotique. Keisha appuya sa tempe contre la vitre froide et ferma les yeux. 20 ans ensemble. 20 ans de petits déjeuners partagés, de vacances communes, de problèmes et de joies partagées. Elle pensait le connaître comme elle-même. Elle savait qu'il aimait son café noir et qu'il détestait le gruau de maïs. Elle savait qu'il avait le vertige et qu'il ne supportait pas la musique forte. Elle savait que la nuit, il parlait parfois dans son sommeil, marmonnant des choses inintelligibles, puis ne se souvenait de rien. Mais maintenant, en regardant ce visage pâle et tendu dans le rétroviseur, Keisha réalisa soudain qu'elle regardait un étranger, un homme qu'elle n'avait peut-être jamais vraiment connu. Le bus quitta les limites de la ville et s'engagea sur l'autoroute. La pluie s'apaisa un peu, mais le ciel restait bas, gris et lourd comme une couverture de laine mouillée. Des champs s'étendaient au-delà de la fenêtre, déjà récoltés, avec des tiges de maïs et des tournesols séchés dépassant ici et là. Quelques arbres le long de la route se tenaient presque nus, perdant leurs dernières feuilles sous les rafales de vent. Keisha restait assise, serrant ses mains sur ses genoux, essayant de respirer régulièrement. L'anxiété n'avait pas disparu. Elle ne faisait que s'intensifier à mesure que le bus prenait de la vitesse. Devant elle, elle le savait, il y aurait cette longue descente depuis la crête, escarpée, sinueuse, avec des virages serrés. Les conducteurs freinent toujours sur ce tronçon. Toujours. Elle ne remarqua pas immédiatement que quelqu'un s'était arrêté à côté de son siège. Elle leva les yeux et croisa le regard d'une femme noire âgée portant un foulard à motifs. À la gare, Keisha l'avait aperçue brièvement. La femme se tenait un peu plus loin, près du kiosque à journaux, semblant attendre quelqu'un. Keisha ne lui avait pas prêté attention alors, trop occupée par ses propres pensées et le comportement étrange de son mari. Maintenant, la femme la regardait intensément, attentivement, comme si elle voyait quelque chose d'inaccessible aux autres. « Puis-je, mon enfant » demanda-t-elle en désignant le siège vide à côté d'elle. Keisha hocha la tête, bien qu'habituellement elle n'aimât pas que des étrangers s'assoient à côté d'elle. Il y avait quelque chose chez cette femme qui ne permettait pas de refus, une confiance calme, une force émanant d'elle malgré son âge et ses vêtements simples. La femme s'assit proprement, lissant sa longue jupe. Elle sentait une odeur d'herbe, peut-être de la menthe ou de la sauge. Elle croisa les mains sur ses genoux et resta silencieuse pendant un moment, regardant droit devant elle. Keisha se taisait aussi, ne sachant que dire, et n'ayant pas envie de parler. Elle voulait juste rester assise et regarder par la fenêtre, essayant de se convaincre que tout allait bien, qu'elle se faisait des idées, que rien de terrible ne se passait. Le bus passa à un autre arrêt. 2 hommes en veste de travail montèrent, s'asseyant quelque part au milieu du bus. Le chauffeur annonça le prochain arrêt.
Encore 3 arrêts avant la descente de la crête. Kesha se tourna pour regarder à nouveau son mari. Il était toujours assis au fond, mais il avait mis son téléphone dans sa poche. Maintenant, il fixait la fenêtre, mais son regard n'était pas porté sur le paysage, mais quelque part en lui-même. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme s'il comptait quelque chose ou se le répétait. Les doigts de sa main droite tapotaient un rythme nerveux sur son genou. « Votre mari » demanda soudain la femme à côté d'elle. Kesha sursauta de surprise. « Quoi? Cet homme au fond? Est-ce votre mari? » « Oui. » Kesha ne comprenait pas pourquoi une étrangère avait besoin de savoir cela. « Pourquoi? » La femme ne répondit pas. Elle regardait de nouveau droit devant elle, mais maintenant son visage avait changé. Les rides s'accentuèrent. Ses yeux s'assombrirent. Des perles de sueur apparurent sur son front bien que le bus fût frais. « Pas bon » murmura-t-elle entre ses dents. « Seigneur, pas bon. Pardonnez-moi. » Kesha se pencha plus près, essayant d'entendre. La femme se tourna vers elle et Kesha vit quelque chose dans ses yeux qui lui glaça le sang. De la peur. Une peur réelle, profonde. Pas pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre. Enfant. La voix de la femme était calme mais ferme. Vous n'allez pas me croire. Je sais que personne ne croit jamais, mais je dois le dire. Vous devez dire quoi? Kesha sentit son cœur se mettre à battre plus vite. La femme lui prit la main. Ses doigts étaient secs et brûlants comme s'ils avaient de la fièvre. Je vois des choses, dit-elle. Je les ai toujours vues depuis que je suis toute petite. Ma grand-maman voyait, ma maman voyait, et je vois. Pas toujours, pas tous les jours, mais quand le malheur est proche, je le vois clairement. Comme je vous vois en ce moment. Kesha voulut retirer sa main, dire quelque chose de poli et se tourner vers la fenêtre. Il y a plein de fous dans le monde, mais quelque chose la retint. Peut-être était-ce l'expression sur le visage de la femme trop sérieuse, trop sincère pour une plaisanterie ou une tentative d'escroquerie. « Que voyez-vous » demanda-t-elle, et sa propre voix lui parut étrangère. La femme serra sa main plus fort. « Je vois du sang. Je vois du métal tordu. J'entends des cris. Et je vous vois là, au milieu de tout ça. Si vous restez dans ce bus, mon enfant, vous ne vous en sortirez pas. Vous m'entendez? Vous ne vous en sortirez pas. » Kesha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Bien qu'elle fût assise, ses oreilles bourdonnaient. Des taches sombres dansaient devant ses yeux. C'était de la folie. Une folie absolue. Une femme étrange débitant des absurdités sur des visions et du sang. Elle restait assise là et écoutait comme une imbécile. « Vous vous trompez » parvint-elle à dire. « C'est juste un bus départemental ordinaire. Rien ne va se passer. Dieu veuille que je me trompe. » La femme secoua la tête. « Dieu veuille. Mais je ne me trompe jamais, mon enfant. Jamais. Il y a 30 ans, j'ai dit à une voisine de ne pas monter dans un train. Elle n'a pas écouté. Le train a déraillé. 20 personnes sont mortes. Elle en faisait partie. Il y a 5 ans, j'ai dit à mon neveu de ne pas aller sur le chantier. Il a ri. Une poutre est tombée. Il a passé 3 mois à l'hôpital. Je ne veux pas vous faire peur, chérie, mais je ne peux pas rester silencieuse quand je vois ça. » Les mains de Kesha se mirent à trembler. Elle se souvint de la conversation du matin surprise par accident. Accident. Marcus avait parlé d'un accident. Et maintenant cette femme. Descendez au prochain arrêt. La voix de la femme devint pressante, presque suppliante. S'il vous plaît, descendez et ne regardez pas en arrière. Prenez le bus suivant ou un taxi. Peu importe. Ne restez pas ici. Mais mon mari, commença Kesha. Quelque chose brilla dans les yeux de la femme. Quelque chose de sombre, de lourd. Votre mari. Elle baissa la voix jusqu'à murmurer. Il en sait plus qu'il ne le dit. J'ai vu ses mains. J'ai vu comment il vous regardait. Et j'ai vu autre chose là-bas, sous le bus, avant que nous n'embarquions. Il bricolait là-dessous, mon enfant. Il a bricolé pendant un long moment. Il pensait que personne ne voyait, mais j'ai vu. Le souffle de Kesha se coupa. Le monde autour d'elle sembla ralentir.
Les sons devinrent sourds, lointains. Elle se souvint comment Marcus avait ralenti le pas près du bus, comment il avait jeté un coup d'œil dessous, se souvint de son visage pâle, de ses doigts nerveux tapotant un rythme sur ses genoux, se souvint du sac qu'il avait si instamment suggéré qu'elle prenne. C'est impossible, murmura-t-elle. C'est mon mari. 20 ans. 20 ans, c'est long, acquiesça la femme. Les gens changent. Ou ils ne changent pas, ils finissent simplement par montrer qui ils sont vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, chérie. Ce ne sont pas mes oignons. Mais je sais une chose, si vous restez dans ce bus, vous allez mourir. Et pas seulement vous. Kesha jeta un coup d'œil en arrière vers Marcus. Il les observait, fixant son regard, sans ciller. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un calcul froid, de l'anticipation, et quelque chose qui ressemblait à de la peur mais pas pour elle, pour lui-même. Leurs regards se croisèrent, et Marcus détourna immédiatement les yeux. Trop vite. Trop nerveusement. Le prochain arrêt est dans 2 minutes, dit la femme. Décidez, mon enfant. Je ne peux pas décider pour vous. Kesha restait immobile, sentant 2 voix se battre dans sa poitrine. L'une, la voix de la raison, insistait sur le fait que tout cela était absurde, qu'on ne devait pas faire confiance à une étrangère aux histoires farfelues, qu'elle se montait simplement la tête pour rien. L'autre, calme mais persistante, lui rappelait la conversation du matin, le comportement étrange de son mari, son insistance pour le sac et le siège au fond. Le bus commença à ralentir. L'arrêt apparut derrière la vitre, un abri en béton, un banc, quelques personnes sous des parapluies. C'est maintenant ou jamais. La voix de la femme était à peine audible. Décidé. Kesha se leva. Ses jambes ne voulaient plus obéir. Ses genoux tremblaient, mais elle se leva. Elle prit ce sac lourd et se dirigea vers la sortie. Du coin de l'œil, elle vit Marcus se tendre, elle le vit se lever légèrement de son siège comme s'il voulait dire ou faire quelque chose. Kesha, l'appela-t-il. Où vas-tu? Elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas se retourner. Si elle se retournait, elle changerait d'avis, retournerait à sa place, resterait. Et la voix intérieure, cette voix calme et persistante lui criait « Va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Je ne me sens pas bien, lança-t-elle par-dessus son épaule. Le mal des transports. Je prendrai le suivant. Mais attends, commença Marcus, mais les portes s'ouvrirent et Kesha posa le pied sur l'asphalte mouillé. La femme au foulard descendit derrière elle. Les portes sifflèrent en se fermant et le bus s'éloigna, les laissant à l'arrêt vide sous une pluie fine. Kesha resta à regarder le bus s'éloigner, incapable de comprendre ce qu'elle venait de faire, quitter son mari, croire une folle, ou sauver sa propre vie. C'est bien, mon enfant. La femme se tenait à côté d'elle. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et si vous vous trompez? La voix de Kesha tremblait. S'il ne se passe rien, comment vais-je lui expliquer ça? La femme ne répondit pas. Elle regardait la route par laquelle le bus était parti. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle priait ou comptait pour elle-même. 1 minute passa, peut-être 2. Kesha restait sous l'abri en serrant le sac contre elle, se sentant comme une parfaite idiote. Bientôt, le bus atteindrait le chemin menant au chalet. Marcus descendrait et elle devrait expliquer son comportement étrange d'une manière ou d'une autre. Que dirait-elle? Qu'elle avait cru une voyante? Qu'elle avait eu peur de ses propres fantasmes? Elle ouvrit la bouche pour dire à la femme exactement ce qu'elle pensait d'elle quand elle entendit le son ou le hurlement lointain mais distinct d'une sirène. Puis une autre, et encore une autre. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle. La femme ne répondit pas. Elle fixait toujours la route et son visage était figé comme un masque. Une voiture de police au gyrophare clignotant apparut au tournant. Derrière elle, une seconde. Elle filait sur l'autoroute à une vitesse folle dans la direction prise par le bus. Kesha sentit ses jambes se dérober. Elle s'agrippa au poteau de l'abri pour ne pas tomber. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Sa voix s'éteignit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, répondit doucement la femme. Mais je pense que nous allons bientôt le découvrir. Elle se tourna soudainement et marcha rapidement dans la direction d'où elle venait, vers une autre voiture de police qui ralentissait justement sur le bas-côté. Attendez. Kesha courut après elle. Où allez-vous?
La femme ne répondit pas. Elle s'approcha de la voiture de police et frappa à la vitre. La vitre s'abaissa et Kesha vit un jeune officier au visage fatigué. « Quel est le problème, madame ?» demanda-t-il. « Mon fils », la voix de la femme était ferme et calme. « Il y a un bus départemental plus loin. Vous devez l'arrêter immédiatement. Il y a un homme à bord. Il a fait quelque chose au frein. J'ai vu de mes propres yeux comment il bricolait sous ce bus avant de monter. Ses mains étaient toutes noires, couvertes d'une sorte d'huile. » L'officier fronça les sourcils. « Êtes-vous sûr ? » ?»« J'en suis sûr, mon fils. Aussi sûr que je me tiens ici devant vous. Arrêtez ce bus avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une pente raide qui arrive bientôt. Si les freins lâchent. » Elle ne finit pas sa phrase. L'officier avait déjà saisi sa radio, parlant vite, annonçant des codes et des coordonnées. Kesha se tenait à proximité, sentant son monde s'effondrer. Tout ce en quoi elle avait cru ces 20 dernières années, tout ce qu'elle considérait comme sa vie, tout cela s'avérait n'être qu'un mensonge. Un mensonge terrible, monstrueux. Le sac parut soudain insupportablement lourd. Elle le posa au sol et l'ouvrit machinalement. À l'intérieur se trouvaient des objets ordinaires, un portefeuille, les clés du chalet, une bouteille d'eau, un sac de sandwich et autre chose enveloppé dans un chiffon tout au fond. Les mains tremblantes, Kesha sortit le paquet, le déballa et sentit tout s'effondrer en elle. Sur le chiffon reposait un outil, une sorte de clé spécialisée qu'elle n'avait jamais vue auparavant et des gants. Des gants de travail tachés de quelque chose de sombre et de huileux. Ceci. Elle ne parvenait pas à articuler les mots. Il a mis ça là-dedans. Il. La femme au foulard s'approcha d'elle et prit doucement le paquet de ses mains. Fils, appela-t-elle l'officier. Regardez ceci. Je pense que vous allez en avoir besoin. Le policier sortit de la voiture et s'approcha d'elle. Jeune, environ 30 ans, avec des yeux gris alertes et des cheveux coupés courts, son insigne brillait sur sa veste. Sergent Sterling, lut Kesha machinalement, bien que les lettres dansent devant ses yeux. Qu'avez-vous là? Il regarda le paquet dans les mains de la femme, puis Kesha. C'est votre sac? Kesha hocha la tête. Elle ne pouvait pas parler, sa gorge semblait serrée par une main invisible. J'ai trouvé ça au fond, la femme lui tendit le chiffon avec l'outil élégant. Elle ne savait pas que c'était là. Son mari a fait le sac ce matin. L'officier fronça les sourcils, examinant la découverte. Puis il regarda Kesha d'un long regard scrutateur. Le mari? Celui qui est encore dans le bus? Kesha hocha de nouveau la tête. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les remarquait pas. La radio sur l'épaule de l'officier grésilla, et une voix perça les parasites, Unité 3, répondez. Bus arrêté à la borne 42. Tout est sous contrôle. Les passagers sont en sécurité. En attente d'instruction. L'officier Sterling porta la radio à ses lèvres. Bien reçu. Personne ne sort. Gardez un œil spécial sur le sujet masculin à l'arrière du bus. Je suis en route. Elle se tourna vers les femmes. Montez dans la voiture, toutes les deux. Kesha voulut protester. Elle n'était pas une criminelle, elle était une victime. Elle n'avait rien fait. Mais ses jambes la portèrent d'elle-même vers la voiture. La femme au foulard s'assit à côté d'elle, et sa main sèche, chaude trouva la paume de Kesha et la serra. Ce simple geste l'aida. Pour une raison quelconque, Kesha sentit le cercle de fer qui oppressait sa poitrine se desserrer légèrement. Elle n'était pas seule. Quelqu'un était proche. Quelqu'un comprenait. Quelqu'un la croyait. La voiture démarra en trombe, et en quelques minutes, elles furent à la borne 42. Le bus stationnait sur le bas-côté, garé sur un terre-plein juste avant le début de la descente. Kesha connaissait cet endroit. De là, la route plongeait brusquement vers le bas, serpentant entre les collines. À chaque virage, les conducteurs sollicitaient les freins car les glissières de sécurité étaient fragiles ici, et en bas, dans le ravin, rouillaient les restes de plus d'une voiture qui n'avait pas réussi à négocier le virage. Plusieurs voitures de police s'étaient déjà rassemblées autour du bus. Les passagers se tenaient en groupe sur le bas-côté confus, effrayés, ne comprenant pas ce qui se passait. Une jeune mère serrait son enfant contre elle, le garçon pleurait. Un vieil homme avec une canne était assis sur un rocher, respirant lourdement.
2 hommes en veste de travail fumaient un peu plus loin, discutant à voix basse. Marcus n'était pas parmi eux. Keisha sortit de la voiture sur des jambes qui semblaient être du coton. Elle le chercha des yeux et avait peur de le trouver. Que lui dirait-elle? Que lui dirait-il? Comment se regarderait-il dans les yeux après tout cela? Madame Keisha Vance. Un autre officier s'approcha d'elle, plus âgé avec des galons de capitaine. Elle hocha la tête. Venez avec moi. Nous devons vous poser quelques questions. Ils l'emmenèrent vers l'une des voitures et l'assirent sur le siège arrière. Quelqu'un apporta un gobelet en plastique rempli d'eau. Elle but machinalement, ne goûtant rien. Les questions plurent les unes après les autres. Quand est-ce qu'elle et son mari avaient acheté le chalet? À quel nom était-il? Comment était leur relation? Avait-elle remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement? Keisha répondait comme un robot. Sa voix semblait venir de loin, appartenant à une autre personne. Et puis elle vit Marcus. 2 officiers le conduisaient vers une voiture de patrouille, le tenant fermement par les bras. Il n'y avait pas encore de menottes, mais il avait déjà l'air d'un prisonnier voûté, pâle, avec un regard éteint. Il ne résistait pas, ne criait pas, n'essayait pas d'expliquer. Il marchait simplement, fixant ses pieds. Quand leurs regards se croisèrent, Keisha vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'attendait pas. Ni colère, ni peur, ni remords, le vide. Un vide absolu et mort. Comme si quelque chose en lui s'était consumé en cendres. Keisha, dit-il, et sa voix était étrangère. Il ne finit pas. Les officiers le poussèrent vers la voiture, ouvrirent la porte et l'installèrent sur le siège arrière. La porte claqua et Keisha ne put plus voir son visage, juste une silhouette derrière la vitre teintée. Madame Vance, le capitaine se tenait de nouveau près d'elle. Vous devez voir quelque chose si vous vous en sentez capable, bien sûr. Elle hocha la tête, bien qu'elle ne fût sûre de rien. Ils la conduisirent au bus. Un mécanicien travaillait déjà à proximité, un homme âgé en bleu de travail graisseux avec une moustache grise et de grandes mains calleuses. Il était allongé sur le sol, éclairant quelque chose sous le châssis avec une lampe torche, et son visage était sombre. Seigneur, aie pitié, marmonna-t-il entre ses dents. Pensez à une chose pareille. Qu'est-ce qu'il y a, Mike? Demanda le capitaine. Le mécanicien rampa hors dessous le bus, grognant et époussetant ses genoux. Il regarda Keisha, puis le capitaine. Parlez devant elle. Elle est la femme du suspect et semble être la victime visée. Elle doit savoir. Mike soupira et se gratta l'arrière de la tête. Le système de freinage a été saboté, mais pas juste entaillé n'importe comment. Ça a été fait intelligemment. Je dirais que la conduite a été entaillée juste assez pour que le liquide s'échappe progressivement. Sur une route plate et à basse vitesse, les freins fonctionnent presque normalement. Mais dès que vous commencez à freiner fort ou sous une charge, c'est fini. Terminé. La pression chute. La pédale s'enfonce au plancher et le véhicule devient un train fou. Il désigna la descente d'un signe de tête. Vous voyez ce virage? C'est une pente à 40 degrés, peut-être plus. Le chauffeur aurait commencé à freiner et plus de frein. Il aurait quitté la route dès le premier virage. C'est une chute de 15 mètres là-bas. Un bus plein de monde. 25 âmes. Il secoua la tête. Je ne veux même pas penser au carnage. Les genoux de Keisha flanchèrent. Le capitaine réussit à la rattraper par le coude et à l'asseoir sur le marchepied du bus. Respirez profondément, dit-il. Elle respira comme ordonné, mais l'air ne voulait pas entrer dans ses poumons. Une image se dressait devant ses yeux, le bus dévalant la route sinueuse sans frein, les passagers hurlant, l'impact contre les arbres ou les rochers en bas, le métal tordu, le sang. Ce même sang dont la femme au foulard avait parlé. Et mon mari, murmura-t-elle. Il était aussi dans le bus. Que voulait-il faire? Le capitaine échangea un regard avec le mécanicien. Arrêt numéro 4. Il a dit que c'était son dernier arrêt avant la crête. Selon nos informations, il prévoyait de descendre là. Dire qu'il se sentait mal ou quelque chose comme ça. De là jusqu'à la descente, il y a encore 3 kilomètres. Il aurait eu le temps de se mettre à une distance sûre. Keisha ferma les yeux. Ainsi, tout était calculé. Chaque détail, chaque étape. Il prévoyait de descendre plus tôt,
de la laisser dans le bus qui s'écraserait dans la descente de la montagne quelques minutes plus tard. Et après? Rentrer à la maison, feindre le deuil, hériter de la propriété? Le chalet, chuchota TL. Il a fait ça pour le chalet. Nous savons. Le capitaine hocha la tête. L'acte de propriété est à votre nom, n'est-ce pas? L'argent provenant de l'appartement de votre mère. Oui. Si vous mouriez, lui, en tant qu'époux légal, hériterait des biens. Mais ce n'est pas tout. Le capitaine fit signe à l'un des officiers, qui apporta un sac de preuves contenant les objets de ce même outil élégant du sac de Kesha. Kesha fixa le sac, incapable de croire ses yeux. Il voulait me faire accuser. C'est ce qu'il semble. Si vous étiez morte, les preuves vous auraient désigné. Un sabotage commis par une femme instable qui aurait décidé d'en finir et d'emporter des innocents avec elle. Et si par miracle vous aviez survécu, vous auriez été accusé de meurtre de masse. Il avait prévu d'être hors de cause dans les deux cas. Le monde autour de Kesha vacilla. 20 ans. 20 ans qu'elle vivait avec un homme capable de cela. 20 ans à partager un lit, préparer son petit déjeuner, laver ses chemises et tout ce temps, il. Qui était-il? Qui avait-elle aimé toutes ces années? Nous avons trouvé autre chose, continua le capitaine. Des SMS sur son téléphone avec une connaissance. Il discutait du plan il y a des semaines, posant des questions sur le fonctionnement des systèmes de freinage, sur la façon de faire croire à un accident. Il y a des éléments sur le sac et sur l'endroit où il comptait descendre. Tout est documenté. Kesha éclata soudain d'un rire. Un rire hystérique, terrifiant, ressemblant plus à un sanglot. C'est un imbécile, lâcha-t-elle à travers son rire. Seigneur, quel imbécile il est. Tout ça pour un chalet? Pour une cabane en bois avec un pommier? Le capitaine resta silencieux, la laissant pleurer tout son saoul. Le rire se transforma en larmes, les larmes en sanglots étouffés. Et puis elle resta simplement assise à fixer un point, se sentant complètement vidée. La femme au foulard s'approcha d'eux. Elle portait 2 tasses de vraies tasses en porcelaine, surgies d'on ne sait où au milieu de l'autoroute. Du thé, dit-elle en entendant une Kesha. À la menthe et au miel. Bois, mon enfant. Ça aidera. Kesha prit la tasse, entourant la porcelaine de ses paumes, réchauffant ses doigts gelés. Le thé sentait exactement comme la maison de sa grand-mère pendant son enfance, les herbes, le miel, quelque chose de chaud et de rassurant. Vous m'avez sauvé la vie, dit-elle doucement. Je ne sais pas comment vous remercier. La femme s'assit à côté d'elle. Mon nom est Misati. Atitoivé. Je ne suis pas une sorcière vaudou ou quoi que ce soit de ce genre, si c'est ce que vous pensiez. Ancienne infirmière. J'ai travaillé 40 ans au bloc opératoire à Grady avant de prendre ma retraite. Kesha leva des yeux surpris vers elle. Mais vous avez parlé de vision, de sang. Ati gloussa, et les rides de son visage se plièrent en un sourire gentil et légèrement triste. Je l'ai dit et je n'ai pas menti. Seulement, ce n'est pas de la magie, mon enfant. C'est de l'observation. 40 ans en chirurgie, on apprend à lire les gens comme des livres. J'ai remarqué votre mari à la station avant de monter. Il tournait autour de ce bus, regardant aux alentours, transpirant. Puis il s'est accroupi près de la roue arrière comme s'il attachait un lacet. Seulement ces lacets allaient très bien, j'ai vérifié. Puis ses mains, couvertes de quelque chose de sombre et graisseux, il les a essuyées sur son pantalon. Il pensait que personne ne voyait. Elle but une gorgée de thé et continua. Et quand nous sommes montés dans le bus, je l'ai observé. J'ai vu comment il vous regardait, comment il ne cessait de vérifier sa montre, combien il devenait nerveux quand le bus ralentissait, et il comptait les arrêts. J'ai lu sur ses lèvres, il murmurait des chiffres pour lui-même. 4. 4e arrêt. Mais vous avez parlé de vision. Comment m'auriez-vous cru autrement? Misati haussa les épaules. Si j'étais venu vers vous pour dire, descendez, votre mari complote quelque chose, vous auriez pensé que j'étais folle et vous seriez resté. Les gens croient plus facilement au mysticisme qu'au fait, surtout quand il s'agit d'être cher. Plus facile de croire en une prophétie qu'au fait que l'homme avec qui vous avez vécu 20 ans veut vous tuer. Kesha se tut. Il y avait une amère vérité dans les paroles de Misati. Elle n'aurait vraiment pas cru, elle l'aurait ignoré, aurait décidé qu'une étrangère se mêlait de ce qui ne la regardait pas, et serait restée dans le bus.
Et dans une demi-heure. Merci, murmura-t-elle. Merci de ne pas être passé sans rien faire. Misati couvrit la main de Kesha de la sienne. Je ne pouvais pas passer sans rien faire, mon enfant. Trop de monde dans ce bus. 25 âmes, et ce bébé avec sa maman. Non, je ne pouvais pas. Elles restèrent en silence, regardant la police travailler autour du bus. Le mécanicien rampa de nouveau sous le châssis, photographiant quelque chose, dictant à un assistant. Les passagers commençaient à être transportés chez eux. Un autre bus arriva, un régulier, et les gens prirent place, ne comprenant toujours pas tout à fait ce qui s'était passé ou ce à quoi ils avaient échappé. La jeune mère avec l'enfant passa. Le garçon ne pleurait plus, il tenait la main de sa mère et regardait autour de lui avec de grands yeux curieux. Arrivé à la hauteur de Kesha, il s'arrêta soudain et la regarda sérieusement. « Madame, ne pleure pas, dit-il. Tout va bien maintenant. Le policier a sauvé tout le monde. » La mère tira sur sa main, s'excusant d'un regard, mais Kesha sourit au garçon à travers ses larmes. « Merci, dit-elle. Tu as raison. Tout va bien maintenant. » Le garçon hocha la tête comme si cela allait de soi et continua son chemin, serrant fort la main de sa mère. Kesha les regarda partir, pensant que cet enfant aurait pu mourir aujourd'hui. Lui, sa mère, le vieil homme à la canne, les deux ouvriers et tous les autres. 25 personnes, chacune ayant une famille, des amis, des projets de vie. Et tout cela s'était presque terminé à cause de la cupidité d'un seul homme, à cause d'un chalet en bois avec un pommier et un demi-hectare de terre. Madame Vance, le capitaine s'approcha de nouveau d'elle. « Nous avons besoin de votre déposition officielle. Pouvez-vous venir au poste avec nous ?» Elle hocha la tête et se leva. Ses jambes tremblaient encore, mais elle la portait. Misati se tourna-t-elle vers la femme. « Vous aussi ?»« Oui, je suis témoin. Je viendrai avec vous, mon enfant. Je ne vous laisserai pas. » Elles montèrent ensemble dans la voiture de police sur le siège arrière, comme deux amies, et non comme deux étrangères qui s'étaient rencontrées quelques heures plus tôt dans un bus départemental. Kesha regarda par la fenêtre les champs qui défilaient, le ciel gris, les rares gouttes de pluie rampant sur la vitre. Le monde autour d'elle s'était effondré, mais elle était toujours en vie, et c'était l'essentiel. Kesha passa plusieurs heures au poste de police. On l'installa dans un petit bureau aux murs impersonnels et aux chaises usées, on apporta encore du thé et un sandwich qu'elle ne put se résoudre à manger. La détective, une femme d'un certain âge aux yeux fatigués et aux cheveux tirés en un chignon serré, posait des questions calmement, sans pression, lui laissant le temps de réfléchir et de rassembler ses idées. Kesha raconta tout, l'achat du chalet, l'argent du studio de sa maman, comment Marcus avait changé après la signature des papiers, la conversation du matin surprise par hasard, son comportement étrange le jour du voyage, son insistance pour le sac et le choix des places. Sa voix se brisa plusieurs fois, mais elle se força à continuer. C'était important. C'était nécessaire pour que cela puisse s'arrêter. Misati fit sa déposition dans la pièce d'à côté. Puis on les réunit, vérifia les détails et leur demanda de signer les rapports. Tout n'était qu'un brouillard, des visages, des voix, des papiers avec des tampons. Kesha signa là où on lui disait, répondit aux questions et hocha la tête au bon moment. À l'intérieur, c'était vide et froid, comme si quelqu'un avait éteint tous ses sentiments pour qu'elle puisse fonctionner. Une fois les formalités terminées, la détective s'adossa à sa chaise et regarda Kesha d'un long regard compatissant. « Avez-vous un endroit où aller ce soir ?» demanda-t-elle. « Vous ne voulez probablement pas rentrer chez vous. » Kesha secoua la tête. « Chez elle ? Dans cet appartement où elle et Marcus avaient vécu tant d'années, où chaque objet lui rappelait sa présence ? Non, elle ne pouvait pas y aller. Pas maintenant. Peut-être jamais. J'ai une chambre d'amis, dit soudain Misati. Petite, mais propre. Vous pouvez rester chez moi ce soir, et demain vous déciderez de ce que vous ferez ensuite. Kesha voulut refuser, elle devait déjà trop à cette femme, mais elle n'avait plus la force de discuter. Elle se contenta de hocher la tête et se laissa conduire hors du poste, mettre dans un taxi et emmener vers un vieil immeuble en briques à la périphérie de la ville. L'appartement de Misati était petit mais chaleureux. Il y avait des plantes partout sur les rebords de fenêtres, les étagères, et même un pot de géranium sur le réfrigérateur. Il sentait les mêmes herbes que son hôtesse, menthe, sauge, et quelque chose d'autre de familièrement insaisissable.
De vieilles photographies dans des cadres en bois étaient accrochées au mur. Des napperons brodés reposaient sur la commode, et dans le coin, un coucou battait la mesure silencieusement. Faites comme chez vous, Miss Hattie désigna un canapé recouvert d'un plaid à carreaux. Je vais préparer du thé et de quoi manger. Vous n'avez rien avalé de la journée. Keisha s'assit sur le canapé et regarda autour d'elle. C'était si différent de l'appartement qu'elle partageait avec Marcus, moderne avec des meubles tendance et un design minimaliste qu'il aimait tant. Ici, c'était vieux jeu, simple, mais d'une chaleur authentique, comme la maison de sa grand-mère dans le sud où Keisha allait passer ses vacances d'été. Miss Hattie revint avec un plateau, du thé dans une théière ronde, une assiette de petits pâtés faits maison et du miel dans un pot en verre. Elle s'assit en face, dans un vieux fauteuil aux accoudoirs élimés, et commença à verser le thé. Mange, dit-elle. Pâtés à la patate douce. Je les ai cuits moi-même hier. Et ne pense à rien pour l'instant. Demain tu penseras, aujourd'hui, repose-toi. Keisha prit un pâté et mordit dedans. C'était délicieux, la croûte était tendre, la garniture sucrée et épicée juste comme il faut. Elle réalisa soudain qu'elle avait vraiment faim et mangea un pâté, puis un deuxième, puis un troisième. Hattie la regardait avec un sourire tranquille et lui reversa du thé. C'est bien, murmura-t-elle. C'est correct. Le corps sait ce dont il a besoin. Quand Keisha fut enfin rassasiée, elle s'adossa au canapé et regarda son hôtesse. Hattie, dit-elle. Parlez-moi de vous. Vous avez dit que vous travailliez comme infirmière. La femme hocha la tête, et cette lueur spéciale apparut dans ses yeux, celle que les gens ont en se remémorant quelque chose d'important. 40 ans au bloc opératoire. J'ai commencé toute jeune, juste après l'école. Infirmière instrumentiste. Vous savez ce que c'est? C'est rester debout à côté du chirurgien pendant des heures, lui tendre les outils, surveiller chacun de ses mouvements, apprendre à lire les gens à travers leurs yeux, leurs mains, leur respiration. Là-dedans, en salle d'opération, on n'a pas droit à l'erreur. Un mauvais geste et la personne sur la table peut mourir. Elle se tut, regardant quelque part dans le passé. J'en ai vu beaucoup au fil des ans, du bon et du mauvais. J'ai vu des gens mourir et j'en ai vu naître. J'ai vu l'amour sauver des gens là où la médecine était impuissante, et comment la haine tue plus sûrement que n'importe quelle maladie. J'ai appris à remarquer des choses que les autres ne voient pas, non pas parce que je suis spécial, mais parce que le métier l'exigeait. Et la famille, demanda Keisha prudemment. Avez-vous quelqu'un? Miss Hattie secoua la tête. J'ai eu un mari autrefois. Un homme bon, un médecin. Nous travaillions ensemble. Il est parti il y a 15 ans. Le cœur. Dieu ne nous a pas donné d'enfants, alors je vis seul avec mes plantes. J'avais une chatte, Bessie. Elle est partie l'année dernière aussi. La vieille a vécu 18 ans. Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi dans sa voix, seulement une tristesse tranquille et de l'acceptation. Et aujourd'hui dans le bus. Où alliez-vous? Demanda Keisha. Voir une amie à la campagne. C'est son anniversaire demain, 75 ans. Je voulais arriver tôt, aider pour la cuisine, mais bon, vous voyez comment ça s'est passé. Keisha ressentit une pointe de culpabilité. Je suis désolé. À cause de moi, vous n'y êtes pas arrivé. Et ses dépositions et la police. Bêtise. Miss Hattie balaya l'air de la main. J'ai appelé et expliqué. Elle a tout compris. J'irai demain, j'arriverai encore à temps. Et aujourd'hui je suis là où je suis censé être, ici même avec vous. Elles tombèrent dans le silence. Dehors, il commençait à faire nuit et un réverbère jetait des lueurs jaunes sur le mur. Le coucou sonna 8 fois. Hattie, Keisha parla doucement, presque dans un murmure. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça? Nous avons vécu ensemble 20 ans. 20 ans. Est-ce qu'il m'a détesté pendant tout ce temps? Ou faisait-il semblant? Ou? Elle ne put finir. Les larmes montèrent de nouveau, et elle se couvrit le visage de ses mains. Miss Hattie s'installa sur le canapé à côté d'elle et lui entoura les épaules. Je ne pense pas qu'il vous détestait, mon enfant. Très probablement, il vous aimait même à sa façon, du mieux qu'il pouvait. Mais il y a des gens qui ont quelque chose de brisé à l'intérieur, quelque chose d'important qui permet de distinguer ce qui est à soi de ce qui est à quelqu'un d'autre. L'amour de la possession. Pour des gens comme ça, un être cher n'est pas une personne, mais un objet. Et un objet peut être utilisé,
peut être jeté quand on s'en lasse, peut même être détruit s'il empêche d'obtenir autre chose. Kesha leva son visage baigné de larmes. Mais le chalet c'est juste une maison en bois avec un jardin. Est-ce que ça vaut une vie humaine? Pour vous? Non. Pour moi? Non. Mais pour lui? Misati soupira. Pour lui, ce n'était pas un chalet. C'était une insulte. Vous avez osé garder quelque chose pour vous, quelque chose qu'il considérait comme sien de plein droit. Vous avez osé ne pas lui faire totalement confiance, et ça, il ne pouvait pas le pardonner. Kesha resta silencieuse, réfléchissant à ses paroles. Il y avait une terrible logique en elle. Elle se rappelait comment le visage de Marcus changeait chaque fois qu'elle mentionnait que l'acte était à son nom. Comment il avait sifflé, « Fais ce que tu veux. C'est ton argent ». Avec quelle haine il l'avait regardé à ces moments-là. Elle pensait que c'était de la blessure. Il s'est avéré que c'était la rage d'un propriétaire à qui l'on refusait ce qu'il croyait être à lui. « Qu'est-ce que je fais maintenant » demanda-t-elle. « Comment vivre ? Je n'ai plus rien. Toute ma vie était un mensonge. » Misati prit ses mains dans les siennes. « Ce n'est pas vrai, bébé. Il vous reste la chose la plus importante, vous-même. Vivante, en bonne santé, et devant vous il y a de nombreuses années, de nombreuses opportunités. Oui, ce sera dur. Oui, vous devrez recommencer à zéro, mais vous y arriverez. Je vois de la force en vous. Une vraie force. Vous l'avez juste oubliée pendant ces 20 ans, mais elle n'est pas partie. » Kesha sourit faiblement. « Vous le pensez vraiment ? Je le sais. 40 ans en chirurgie, vous vous souvenez ? J'ai appris à voir qui abandonne et qui se bat. Vous êtes de ceux qui se battent. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Kesha dormit paisiblement. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être l'infusion d'herbe que Hattie lui avait préparée avant le coucher, ou peut-être simplement parce qu'il y avait une personne à proximité qui ne lui voulait aucun mal. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Le matin, elle fut réveillée par un appel téléphonique. La détective rapporta que Marcus était passé aux aveux. Il avait tout raconté, comment il avait planifié l'accident, comment il avait étudié le système de freinage, comment il avait choisi le jour et l'itinéraire, comment il comptait descendre au 4e arrêt et attendre les nouvelles de la catastrophe en lieu sûr. Comment il avait placé les preuves dans le sac de sa femme pour que les soupçons tombent sur elle. Il a dit qu'il ne voulait pas tuer les autres passagers. La voix de la détective était sèche, professionnelle. Il a dit qu'il ne pensait qu'à elle, que les autres n'étaient que des dommages collatéraux. Kesha se sentit mal. Dommages collatéraux. 25 personnes. La jeune mère avec le bébé, le vieil homme à la canne, les ouvriers. Tous n'étaient que des dommages collatéraux pour Marcus. Des victimes sans importance, inutiles, accidentelles de son plan. « Qu'est-ce qu'il va avoir » demanda-t-elle, bien qu'elle ne s'en souciât presque pas. Tentative de meurtre sur 2 personnes ou plus commise de manière à mettre en danger le public. 15 ans à la perpétuité. Étant donné qu'il a pleinement reconnu sa culpabilité et que personne n'a été blessé, ils lui donneront probablement 15 à 20 ans. 15 à 20 ans. Kesha essaya d'imaginer ce temps. Elle avait 45 ans maintenant. Quand il sortirait, s'il sortait, elle en aurait plus de 60. Toute une vie. Vous devrez revenir, continua la détective, pour des dépositions supplémentaires et pour identifier des objets. Et vous pouvez demander le divorce, au vu des circonstances, la procédure sera accélérée. Le divorce ? Bien sûr, elle devait divorcer. Elle devait rompre tous les liens avec l'homme qui voulait la tuer. C'était si évident, si logique. Et pourtant, le mot au divorce sonnait étrange, irréel. 20 ans de mariage. Et comme ça, en un mot, tout s'arrête. Les semaines suivantes furent pour Kesha comme un seul jour interminable. Visite à la police, rendez-vous avec un avocat, papier, signature, tampon. Elle quitta l'appartement qu'elle partageait avec Marcus. D'abord, elle resta chez Misati, puis loua une petite chambre dans une vieille maison non loin du centre-ville. Elle récupéra ses affaires petit à petit, seulement l'essentiel, seulement ce qui lui appartenait personnellement. Elle vendit le chalet. Elle ne pouvait plus supporter de voir cette maison avec ses boiseries travaillées et son vieux pommier. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Les acheteurs, un jeune couple avec 2 enfants,
était heureux. Il faisait le tour du terrain en faisant des projets, débattant de l'endroit où mettre une balançoire et des fleurs à planter sous les fenêtres. Kesha les regardait et pensait, c'est ainsi que cela devrait être. Une maison devrait être remplie de joie, pas de peur et de trahison. Elle plaça l'argent de la vente sur un compte, elle ne voulait pas le dépenser avant de savoir pourquoi. Elle ne pouvait toujours pas faire de projet d'avenir, ne pouvait pas penser à plus d'un jour d'avance. Elle existait simplement, respirait, bougeait et attendait que la douleur s'apaise. Le divorce fut prononcé en 2 mois. Kesha n'alla pas au tribunal. L'avocat dit que ce n'était pas nécessaire, que tout pouvait être réglé par contumace. Elle signa les papiers, reçut le jugement et devint une femme libre et seule. Elle et Misati devinrent amies. C'était une amitié étrange entre une femme qui avait tout perdu et une femme qui avait tout perdu depuis longtemps et avait appris à vivre à nouveau. Elles se voyaient une fois par semaine, buvaient du thé avec des pâtés et parlaient de la vie. Misati racontait des histoires de son métier drôles et tristes, effrayantes et touchantes. Kesha écoutait et, peu à peu, dégelait. Un jour, déjà en hiver, alors qu'un blizzard tourbillonnait par la fenêtre et que la ville se noyait sous les congères, Kesha vint voir Misati avec une nouvelle. « Je déménage, dit-elle. À Chicago. Ma cousine vit là-bas. Nous ne nous sommes pas vus depuis des années, mais elle m'a invité. Elle dit qu'ils ont besoin d'un comptable à son travail, et c'est ma formation. Bref, j'ai décidé d'essayer. » Misati sourit. « Vous avez pris la bonne décision, mon enfant. Nouvel endroit, nouvelle personne, nouvelle vie. C'est ce qu'il vous faut. Vous allez me manquer. » Kesha sentit ses yeux piquer. « Vous avez fait tellement pour moi. Si ce n'était pas moi dans ce bus, quelqu'un d'autre aurait été là, ou vous auriez senti le danger vous-même et seriez descendu. Pas besoin de me remercier, bébé. J'ai juste fait ce que toute personne normale devrait faire et je n'ai pas passé mon chemin devant le malheur d'autrui. » Elles s'étreignirent longuement, comme des personnes qui ont survécu à beaucoup de choses ensemble. « Venez me voir, dit Misati. En été, peut-être rester un moment. Nous marcherons dans la ville, nous irons voir mon ami à la campagne. Elle demande tout le temps de vos nouvelles, d'ailleurs. Elle veut rencontrer la fille que j'ai sauvée. » Kesha rit à travers ses larmes. « Je viendrai, c'est sûr. Je le promets. » Une semaine plus tard, elle était assise dans un train. Elle n'avait pas beaucoup de bagages, 2 valises, un sac avec des documents, un petit sac à dos avec l'essentiel. Toute sa vie précédente tenait dans ce modeste bagage, et c'était symbolique d'une certaine manière. Elle partait légère, laissant derrière elle 20 ans de tromperie, de peur et de faux-semblants. Le train s'ébranla, et les rues familières, les maisons et les arbres enneigés défilèrent devant la fenêtre. Kesha les regarda et ressentit un calme étrange. Ni joie, ni soulagement, juste une acceptation tranquille de ce qui avait été et de ce qui serait. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Ne savait pas si elle pourrait recommencer, trouver un emploi, construire de nouvelles relations. Mais elle savait une chose, elle était vivante. Vivante grâce à une femme qui n'était pas passée sans rien faire. Grâce à sa propre intuition qui l'avait forcée à descendre de ce bus. Grâce à quelque chose que l'on pourrait appeler le destin, la chance ou la providence. Les gares défilaient derrière la vitre, petite ville et village. Elle sortit son téléphone et tapa un message pour Misati, en route. Tout va bien. Merci pour tout. La réponse arriva en 1 minute, bonne chance, mon enfant. Prends soin de toi et souviens-toi, tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Kesha sourit et rangea son téléphone. Dehors, le soleil se couchait, peignant la neige de tons roses et dorés. Devant elle se trouvait une nouvelle vie, et elle était prête à la vivre. Si vous avez aimé mon histoire et que vous voulez en entendre d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via Super Thanks, cela compterait beaucoup pour moi. Dans les commentaires, dites-moi de quelle ville vous regardez et quelle heure il est pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire voyage. J'ai ajouté 2 autres histoires de vie sur l'écran juste pour vous. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et continuons à passer du temps ensemble. Beaucoup d'amour.